Soirée de gala DIAF TV, samedi 14 février 2015 au pavillon du Bois Blanc, 35 avenue Maurice Hiche à Saint-Cloud. Vivez une Saint-Valentin inoubliable avec Ruth Kotor, Douleur, Cory Dengemo sous le parrainage de Coco Ateba. DIAF TV vous offre une soirée en beauté et en couleur pour une virée en amoureux. Ce samedi 14 février 2015. Infoline 06 58 10 14 54. DIAF TV, votre chaîne de proximité. Bonjour à tous et bienvenue sur DIAF TV. Sur le plateau de rencontre avec l'artiste, ce jour, une ambassadrice de la chanson camerounaise. Elle est née à Yaoundé, la capitale du Cameroun, mais elle a vécu aussi bien à Yaoundé, à Douala qu'à Bouda, dans l'ouest du Cameroun. Elle a fait ses débuts dans la musique en tant que choriste et à 16 ans, elle alternait déjà école le jour, concert et cabaret le soir. Ses titres sont de savant dosage, de rythmes traditionnels africains, R&B, pop, distillés dans diverses langues du Cameroun, dont le Douala et le Bakaka, sa langue maternelle. Encore adolescente, elle décide que la musique sera au centre de sa vie. Elle devient une professionnelle des chœurs. Son talent sera rapidement remarqué par Manu Dibango, l'icône mondiale de la musique, qui n'hésitera pas alors à se faire accompagner par cette flèche confirmée de l'univers des choristes africaines. En 2008, elle démarre une aventure solo avec un premier album intitulé Mispa, qui lui donne alors toute l'épaisseur d'artiste chanteuse. L'enfant de la scène, experte du micro et de l'acoustique, parcourt alors le monde en grande diva avec ses belles mélodies et sa voix sensuelle. Elle donnera plus de 200 concerts à son public. L'apothéose est atteinte en 2011 avec la sortie de son deuxième album qui s'intitulera Doubellam, Ma foi, auquel vont participer de grands noms de la chanson comme Richard Bona, Jacob Devarieux, Lokwa Kanza, un album de 14 titres dont Coucou, le titre phare, est devenu aujourd'hui un hymne national au regard de son large succès au Cameroun. On dit qu'elle a actuellement la fierté de la jeune génération d'artistes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, c'est bien Charlotte Dipanda, la princesse Bakaka et incontestable ambassadrice de la chanson camerounaise, qui est notre invitée de ce jour. Et je vais de ce pas la retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Charlotte, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a décidé l'instant du retour en studio? Qu'est-ce qui a été le déclic pour ce troisième album? Moi, je pense qu'au bout d'un énième concert, d'une énième version de Coucou revisitée et trivisitée, on se dit bon, il est quand même temps. On a envie de passer à autre chose. C'est humain, c'est naturel. On se dit bon, il est peut-être temps de faire une petite pause et de se remettre en question et de voir un peu qu'est-ce qu'on a enregistré pendant 2-3 ans. L'album est sorti, on est allé en tournée, on a rencontré des gens de tous bords et il y a un temps de digestion. Et pour moi, après la digestion, on se dit, bon là, je pense que je suis suffisamment chargée, je suis suffisamment armée, j'ai envie de dire des choses maintenant. Et à ce moment-là, ben, le travail de composition reprend de plus belle, quoi, en fait. 3 ans, c'est le temps qui s'est écoulé entre le second album et le troisième. Et c'est aussi le temps qui s'est écoulé entre le premier album et le second. Pourquoi 3 ans? Est-ce qu'il y a une signification pour ce temps de 3 ans? Il faut croire que si, mais pourtant non. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être un cycle, moi, de 3 ans. C'est ça. Mais qui m'est si c'est pas le chiffre mais qui m'est imposé parce que peut-être que c'est voilà, au bout de 3 ans j'ai envie, je suis prête, je suis surtout prête parce que je ne pense pas qu'il suffit juste de se dire on va faire un album pour que techniquement on puisse le faire. Il m'est arrivé d'avoir envie d'écrire une chanson et d'avoir mon stylo à la main et qu'il n'y ait rien, que je sois en panne sèche. Donc je pense que c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que c'est quand je me sens disposée, je me sens même, parce que pour moi c'est un don, il n'y a rien que je fasse qui m'ait été offerte. Et je pense qu'une mélodie, c'est véritablement un don parce que des fois, je suis dans le métro, je suis en train de marcher dans la rue et il y a une mélodie qui arrive, on ne sait d'où, et qui s'impose à moi.
Mais il faut que je sois disposée à recevoir cette mélodie-là pour pouvoir décider si oui ou non je veux en faire une chanson demain, parce que c'est pas parce qu'on a une mélodie aujourd'hui que demain elle va finir par être une chanson, quoi, en fait. Ou elle va finir sur un album. Ça peut juste être une belle mélodie, mais qui n'est pas suffisamment forte pour pouvoir en faire une chanson au final, quoi. Donc on se laisse aller. Mais Charlotte, on va peut-être écouter un extrait de cet album pour pouvoir en parler après. On va peut-être écouter Elle ne l'a pas vu. Hein? D'accord. Très bien. On l'écoute ensemble. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidibi ananika enu anyombe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moe tube, alabe tomba sila ne tomba, aye, alabe tomba sila ne tomba, we mama miomba, we maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyomena loben, matoi lo tate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema. Sitimbe ananika eno wanyonde na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moe tube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, Jolies images qu'on vient de voir pendant cet extrait. Il a été tourné où ce clip, hein? À Deauville. D'accord. Et pourquoi à Deauville? C'est vrai que c'est un beau site, mais... Oui, Deauville, parce qu'on voulait, on voulait un bel espace déjà. On voulait de belles images de collines, d'Étretat. Et on était au mois de septembre, il commençait déjà quand même à faire frais. Donc il fallait soit rentrer au Cameroun faire des images, soit trouver un endroit pas très loin de Paris. C'est la première fois d'ailleurs que vous faites un clip hors du Cameroun. En dehors du Cameroun. Hein? Il était temps, non? Il était temps. Alors pourquoi l'avoir fait en dehors du Cameroun cette fois-ci? Non, mais c'était pas... Comme je dis, moi je me laisse toujours aller. Je pense qu'il ne faut pas rester figé, il faut pas... C'est bien d'avoir des convictions, mais c'est aussi bien de se laisser aller à ce que la nature a à nous offrir. Parce que moi, je connaissais par exemple pas Étretat, je connaissais pas Deauville. J'ai eu l'opportunité à travers ce clip d'y aller, de découvrir la jolie plage, de découvrir les sites. Donc c'était plutôt positif, je dirais. Même si on aurait aimé se retrouver en Kansamba avec les collines, voilà. À défaut d'un Kansamba, non, à défaut parce que il y a aussi un coût, il y a aussi voilà pour produire un clip, il y a toute une logistique. Là, sur le tournage, on avait plus d'une dizaine de personnes sur le site. Il faut envisager de payer 10 billets d'avion et tout ça, c'est pas toujours techniquement, c'est pas toujours évident quoi, en fait. Voilà. Mais au Cameroun, il y a aussi des personnes spécialistes dans la production. Bien sûr, ce clip a été réalisé par un Camerounais. Donc, on peut être Camerounais à Paris comme Camerounais au Cameroun. Il s'appelle Max Ngassa. D'accord, bravo et félicitations à ce producteur. Qu'est-ce que vous offrez? Quel est le message que vous souhaitez offrir à votre public avec ce troisième album? Mais je pense que des fois, c'est peut-être un peu trop cuit de tout savoir d'emblée. Ce que j'aime bien, c'est plutôt la magie qu'un album peut avoir, de se dire, bon, moi je l'ai certes pensé, mais j'aime bien le libre arbitre, j'aime bien l'idée qu'une chanson arrive à nous et que chacun de nous s'approprie cette chanson finalement. Même s'il y a toujours une thématique qui est imposée sur Elle n'a pas vu, je parle de toutes ces mamans qui sont parties trop tôt, qui n'ont pas vu leurs enfants grandir. Et j'interpelle aussi ceux qui ont encore leur maman en leur disant il faudrait la chérir parce que c'est un privilège et c'est une grâce que vous avez de l'avoir, de partager, de voir vos enfants grandir
avec leur grand-mère, de voir votre maman partager votre épanouissement professionnel. Voilà. Pour moi, c'est important. Maintenant, je ne vais pas dire, je vais pas tout mâcher. Je vais juste dire, voilà, c'est ma petite lecture que j'ai, en tout cas, de la relation que j'aurais voulu avoir avec ma mère. Tout simplement, et chacun va s'approprier la chanson, va se reconnaître ou pas. Même pour ceux qui ont encore leur maman, ils vont se dire, ben, vraiment j'ai la chance, ils vont prendre conscience que j'ai la chance d'avoir encore ma maman aujourd'hui, en fait. Effectivement, on va dire que cet album, il a 10 titres, donc effectivement, votre public aura largement de quoi s'identifier avec une ou plusieurs chansons à la fois, ou même toutes, hein, c'est ce qu'on souhaite à cet album. Mais Charlotte, on sait que vous avez fait vos premiers pas artistiques très très jeunes, que vous avez commencé en tant que choriste, que vous avez joué dans des cabarets, et notamment un cabaret particulier à Bonadjo qui s'appelait Bonadjo, donc c'est un quartier de Douala, la capitale économique du Cameroun, et ce cabaret s'appelait Echo. Votre première vraie opportunité artistique vous a été offerte par Feu Jeannot Hens, qui vous a proposé de participer à un projet d'album à niveau professionnel, c'était en 2000. On sait aussi que vous avez ensuite collaboré avec des grands noms de la chanson africaine. On peut citer parmi eux Manu Dibango, Richard Bona, Kanza, Rokia Traoré, Axel Red, Toto Guillaume, Coco Massi, Sergio Polo, et j'en passe. Mais comment êtes-vous parvenu à susciter l'intérêt de tous ces grands noms pour travailler avec vous? Ben, c'est peut-être à eux qu'il faut poser la question. Non, mais je... secret, Charlotte, on veut bien. Non, mais je pense que c'est peut-être ma démarche. Je pense que j'ai toujours considéré ce métier comme étant un véritable métier. Et je sais ô combien il y a la concurrence, que quand on arrive, on est une jeune lycéenne qui veut chanter, on arrive dans un cabaret, on ne va pas nous dire « tiens, viens, prends le micro ». Non, il fallait vraiment faire ses preuves. Et ça m'a vraiment forgé de savoir que rien ne va m'être donné sur un plateau. Donc il faut aller chercher les gens, il faut aller arracher le micro, il faut dire bon, je sais chanter, je suis peut-être la future, je sais pas moi, Toni Braxton du Cameroun, la future Céline Dion et j'ai toujours travaillé comme ça, qu'en fait, à chaque fois que j'ai rencontré un artiste, que je l'ai accompagné, certes, je me suis mise à son service, au service de son œuvre, de ce qu'il voulait que je dise, mais en y apportant tout sérieux, en disant, bon, je voudrais pouvoir me rapprocher le plus près possible de ce qu'il attend, en tout cas au niveau des chœurs, de la couleur qu'il voudrait, ou alors de pouvoir vraiment mélanger ma voix à celle de toutes les autres. C'est un grand challenge, ça, pour chacun. Toutes ces personnalités n'ont pas le même style. Donc vous avez dû puiser en vous, vous avez dû vous adapter chaque fois, vous avez... J'ai aimé faire ça parce que je crois que j'ai quasiment tout appris en tant que choriste. Parce que être choriste, en fait, c'est être capable de s'oublier soi-même pour servir l'autre. Voilà, c'est d'arriver dans l'univers de l'autre et de dire « Ah, t'es un malgache, je connais pas ta musique, je connais même pas la musique de chez toi, mais je vais pouvoir trouver une place dans cette musique-là et lui donner une sorte de vie. Pourtant, je suis camerounaise. Et c'est vraiment ça le challenge qu'en fait, que j'ai pu relever à chaque fois. Et à chaque fois, je me disais, yes, c'est cool, j'ai pu chanter en telle ou telle langue. C'était vraiment génial qu'en fait. Mais en 2008, vous décidez d'embrasser une carrière solo. C'est quoi le déclic? Après avoir joué pour les autres, accompagné les autres en tant que choriste, il y en avait marre, on voulait passer à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je crois que la maternité y a été pour beaucoup. Ah, d'accord. Je crois que quand on devient parent, on n'a plus tout à fait la même vision de la vie, des choses. J'ai été choriste pendant plus d'une dizaine d'années et j'ai dû me poser la question, ok, mon fils, ma fille, qu'est-ce que je voudrais partager avec lui? Est-ce que je voudrais dire ce que les autres pensent avec leurs mots, ou alors
me positionner. Mais je pense que j'ai toujours été une artiste. Bien qu'étant choriste, j'ai eu le parcours que j'ai eu, mais je crois que j'ai véritablement toujours été une artiste. Enfin, je me suis jamais imaginé faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours su que à un moment donné, il faudrait que je parle, que je dise avec. Devant la scène aussi. Voilà, enfin, j'ai toujours été sur la scène. Pour être en premier rang, hein, parce que en tant que choriste, en fait, vous disiez tout à l'heure, on accompagne les gens, on parle à travers ce que les gens, l'artiste principal voudrait transmettre. Alors que là, quand on est soi-même l'artiste principal, eh ben, on passe en première ligne et on essaye plutôt de motiver un groupe derrière à nous suivre. Tout à fait, mais enfin, concrètement, c'est comme ça que ça s'établit. Mais je ne me suis pas posé la question à savoir qu'il fallait que je me mette en première ou en seconde ligne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi. Il fallait que je dise les choses et je ne pouvais plus les dire à travers les autres. Il était vraiment question de se positionner en disant, bon oui, je suis camerounaise, je fais une musique où les gens peut-être des fois ont envie de pleurer, où ils ont envie de rire, et ils n'ont pas forcément toujours envie de danser. Et il fallait l'assumer parce que c'était pas tout à fait évident. Et j'étais prête à expliquer aux gens, oui, on peut toujours écouter une musique à un certain moment de la journée sans avoir besoin de se déambuler. Et c'était pas gagné d'avance. Mais finalement, le fait d'avoir accompagné de grands artistes avant, est-ce que c'est ça qui a été la clé du succès de cette carrière solo qui est absolument magnifique jusqu'ici? On souhaite que ça continue, hein, bien sûr. Je sais pas Est-ce que ça a été la clé du succès? Je ne sais pas. Ça a certainement contribué parce qu'il y a des chanteuses qui vont faire carrière en tant que choriste et qui vont avoir une très belle carrière de choriste aussi. Donc je pense qu'être choriste, pour moi, c'est, enfin, dans mon cas, ça a certainement facilité certaines choses. Je disais tout à l'heure, je me suis toujours sentie artiste. Je sentais qu'il y avait quelque chose, que j'avais quelque chose en moi, qu'il fallait que je dise des choses aussi, oui. Que j'écrive des choses et que je transmette des choses. Est-ce que cette prédisposition naturelle finalement au métier d'artiste a été pour quelque chose aussi, ou est pour quelque chose? Je pense qu'on ne devient pas un artiste, je crois qu'on est artiste. J'ai vraiment du mal à croire qu'à un moment donné de sa vie, on se dit, bon, maintenant je pense que je peux, voilà. Non, mais enfin, je peux me tromper, mais je crois vraiment qu'on est artiste. J'ai cette conviction-là. Je me serais vraiment ennuyée derrière un bureau. Je me suis jamais projetée comme telle. Je suis vraiment borderline. J'ai cette liberté-là que je défends corps et âme. Et pour moi, c'est vraiment ça la preuve que je suis à ma place et je fais ce que je dois faire. Je me sens d'ailleurs un devoir vis-à-vis des gens qui vont écouter ma musique aujourd'hui ou dans quelques années. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mon public. Donc nous, on continue à s'interroger par rapport à ce succès. Jouer avec les grands, avoir une prédisposition naturelle. Votre look, je voudrais en parler. Ça n'a pas toujours été... contribution. Ça n'a pas toujours été... Avec un corps d'athlète, vous y apportez un soin particulier. Un artiste, finalement, c'est un tout. Oui, c'est vrai, mais le plus important, c'est de sentir bien dans sa peau. J'ai pas toujours été aussi svelte, j'ai pas toujours été coiffée. Donc comme je le dis, c'est bien c'est bien de me voir en 2001 avec Jeannot Hans et de voir la personne que je suis aujourd'hui. Il y a quand même une évolution dans tous les sens du terme. Mais je pense que chaque chose arrive au bon moment, quoi, en fait. Je suis peut-être plus sur l'image que je veux renvoyer aujourd'hui, sur comment je voudrais que les gens me perçoivent. Et ça passe par
un ensemble de choses. C'est peut-être plus important aujourd'hui qu'hier, parce que hier, ben, j'avais 16 ans. Donc à 16 ans, on n'a pas les mêmes problèmes qu'à 20 ans, qu'à voilà, 25 ans. Quand on a encore une femme, voilà, c'est pas les mêmes problèmes qu'on a. Et, la maternité, tout ça. Voilà, et déjà j'appréhendais, je me disais, bon, les enfants, ce sera peut-être quand je serai... voilà, plus tard, bien plus tard, parce que quand j'aurai un enfant, eh bien, je pourrais plus me mettre d'une certaine façon. Et bien finalement, j'avais tort. Et ben voilà, la preuve. Hein, j'avais tort. Image, hein. Toujours en parlant de look, il paraît que les sociétés de production, elles imposent des façons d'être aux artistes. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous a imposé ce look, ou c'est vraiment une démarche personnelle de dire voilà, dans cette période j'ai envie de paraître de telle façon ou de telle autre? Voilà, c'est vous qui décidez de l'image, de votre image que vous offrez à votre public. J'ai l'air très baba cool comme ça, mais je pense que je suis plutôt quelqu'un qui en général sait plus ou moins où elle veut aller, comment elle veut y aller, qui elle est fondamentalement, parce que c'est, enfin, voilà, en dehors de l'aspect extérieur, je pense qu'il y a quand même des choses qui pour moi sont plus importantes que d'autres. Et comme je dis, je me sens comme une vieille chanteuse, parce que ça fait trop longtemps que je fais ce métier finalement. C'est peut-être voilà, c'est peut-être maintenant que j'ai la possibilité, j'ai la visibilité que j'ai, mais je chante depuis tellement longtemps et je sais depuis tellement longtemps comment j'ai envie de chanter que j'aurais beaucoup de mal avec un producteur qui va arriver en me disant bon, tu sais, aujourd'hui il faut être swag et il faut mettre, voilà, j'aurais beaucoup de mal avec ça en tout cas. Tant que je n'ai pas le sentiment de me renier, eh ben, il n'y a aucun problème. Mais si on veut me faire adopter une image qui est différente de ce que je suis, eh ben, là, ça ne passera pas, c'est sûr et certain. Eh ben, avis au producteur. Hein. Charlotte, elle a confiance en elle et puis elle sait ce qu'elle veut et où elle veut aller. On va peut-être revenir à ce troisième album qui s'intitule Massa. Et que le public pourra découvrir dès le 5 février prochain. On a dit tout à l'heure qu'il comprenait 10 titres. Est-ce que c'est le même rythme pour tous les 10 titres, ou est-ce que il y a des groupes comme ça qui présentent des styles à peu près communs? On peut faire des clusters, des groupes à l'intérieur des 10 titres. Mes albums ont toujours été très éclectiques. Que ce soit Mispa ou... j'avais encore ma prétention d'être une jeune chanteuse de R&B, où je chantais en français, où je me permettais justement de mélanger un peu de R&B, un peu de pop, un peu de musique traditionnelle de chez nous. Et chaque chanson, en tout cas pour moi, est une entité. Elle a une identité. Et j'ai beaucoup de mal à me positionner comme étant une chanteuse qui fait un style particulier. Oui, parce que finalement, elle est où la limite? Où est-ce que commence la liberté? Où est-ce qu'elle s'arrête? Et quand une chanson, comme je dis, pour moi, c'est un don. C'est-à-dire que le mec là-haut, là, quand il m'envoie son truc, enfin, je ne vais pas lui dire, bon, maintenant, là, un peu de Mangambe ou un peu de Banskin, bah, voilà. Donc, quand la chanson, elle arrive avec toute sa force, avec tout, voilà, avec toute son énergie. Et j'aurais tort de vouloir l'enfermer dans un truc, en fait. Donc, je laisse la chanson aussi un peu... Voilà, je laisse la chanson me dire ce qu'elle a envie que je fasse d'elle. Et puis moi, je suis là pour la servir finalement, pas pour la compte. Voilà. Vous êtes un intermédiaire, en fait. Absolument. C'est comme ça que je le vis. Charlotte, vous disiez tout à l'heure que vous avez, quand vous recevez la chanson, hein, vous considérez comme un intermédiaire, que ce soit du Mangambe, du Bansiki, n'importe quoi, vous la prenez comme elle arrive. Mais en parlant de langue de chanson, on sait que vous avez vécu à Yaoundé, que vous avez vécu à Douala, que vous avez vécu à l'ouest du Cameroun, donc à Bouda précisément, et pourtant vous chantez toujours en langue Douala et en langue Bakaka, votre langue maternelle. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé parler les autres langues
J'aurais vraiment aimé avoir le talent de le faire. Mais c'est pas du tout une barrière parce que je n'ai pas besoin de savoir parler une langue pour pouvoir chanter en cette langue-là. Et j'aime bien l'idée de me dire qu'un jour, je ferai un album. Donc ça va arriver, alors on peut continuer bien à espérer. Sûr, hein, bien sûr que ce soit du Mangambeu, que ce soit bien sûr que ça arrivera. Certainement, certainement parce qu'on a de très très belles langues chez nous qui mériteraient d'être mises en valeur et ça se fera naturellement en plus. Charlotte, vous êtes une spécialiste de chansons d'écoute. Hein. On dit que vous êtes plutôt branchée sur des mélodies mélancoliques, à écouter pendant des moments d'introspection, de relaxation, de méditation. Vous le confirmez encore avec ce 3e album. Pourquoi ce choix de style? Pourquoi cette préférence pour les chansons douces plutôt que hyper dansantes? Mais je ne sais pas lequel de nous deux a choisi qui. Je pense que c'est plutôt la douceur qui m'a choisi que l'inverse, parce qu'on ne choisit pas. Voilà, on ne choisit pas d'avoir l'enfance qu'on a. On ne choisit pas d'être la personne qu'on est, d'avoir le bagage affectif qu'on a. Enfin, notre histoire, elle s'impose à nous et on est qui on est par rapport à ce qu'on a vécu en fait. Et moi je pense que c'est peut-être le moyen le plus sûr pour moi d'être le plus naturel, proche aussi, le plus proche de ce que je veux transmettre. Voilà, de ce que je veux transmettre en fait, dans la vérité de l'émotion, dans la vérité des mots même, des fois ça aussi. Marche bien, puisque le public vous suit. Hein. Ce public d'ailleurs, c'est quoi votre meilleur souvenir avec le public dans ces moments d'échange sur votre style Moi, je vais être méchante. Je préfère quand ils pleurent. Oh. Non, mais pourquoi? Mais surtout les mecs, parce que culturellement, ce n'est pas quelque chose... Oui, mais même moi, je me retrouve souvent à dire à mon fils, mais un garçon, il pleure pas. On a grandi comme ça. Et on est surpris d'avoir des adultes qui pleurent pas. On est surpris d'avoir des compagnons qui pleurent jamais. Dis, mais toi... À l'écoute. Non, mais voilà. J'aime l'idée de réconcilier. En tout cas, c'est ce que ça me renvoie. De réconcilier les gens avec leurs faiblesses, avec leurs fêlures. Voilà, avec cette chose-là qu'on n'a pas spontanément envie de montrer à l'autre et qu'on se trouve coincé parce qu'une mélodie, parce qu'une voix, parce qu'une guitare. Et aller nous chercher. Et aller nous... Voilà. C'est vraiment ce que je préfère. Nous, ce qu'il y a de plus sensible et de fragile. Tout à fait. Nous, à l'extérieur, on a toujours un regard extrêmement positif sur votre parcours artistique. C'est quasiment pour nous un conte de fées. Mais ça, c'est vu de l'extérieur. Vous-même, quelle est votre relation à votre parcours aussi brillant? C'est vrai que c'est moins joli de parler des galères, de comment on a trimé, comment on attendait à 3 heures du matin à la fin du cabaret pour qu'on daigne nous donner la possibilité de nous exprimer. C'est vrai que c'est moins beau, quoi, en fait. Quand on raconte une histoire comme ça, on a l'impression que les choses coulaient. Mais entre les années, moi, déjà, j'ai été choriste pendant longtemps, mais ça ne s'est pas fait comme ça, parce que quand j'arrivais en tant que choriste, j'ai trouvé quand même qu'il y avait déjà les reines qui étaient installées là, et vous n'arrivez pas de votre Cameroun natal, et on va vous dire, tiens, oui, venez, on vous embrasse, on vous fait des bisous. Et ben non, il faut aller chercher sa place, il faut aller mériter cette place-là, et ça passe des fois, c'est pas toujours très gai. Mais moi, j'aime mieux, j'aime bien le côté positif des choses. Je prends toujours la vie du bon côté en me disant, bon, c'est pas bien grave. Bah oui, parce que finalement, c'est la fin qui peut justifier les moyens, qui d'ailleurs justifie les moyens aujourd'hui. Je veux dire que je ne pense pas que quoi que ce soit aurait pu me décourager, parce que comme je dis, je ne me suis jamais imaginée ailleurs que là où je suis aujourd'hui. Même pas les attentes auxquelles vous devriez faire face dans les cabarets pour pouvoir avoir un espace pour vous produire. Pour moi, c'était jusqu'à 3 heures du matin. Bah oui, j'ai attendu pendant 3 heures du matin tous les soirs pendant des mois
parce que en plus j'étais encore au lycée, donc j'étais même pas crédible. Quand vous arrivez, vous avez une chanteuse qui est là depuis 5-6 ans, mais d'où est-ce que vous pensez qu'elle va vous prêter son micro pour que vous chantiez devant ses clients à elle? Donc il faut que tout le monde soit parti pour qu'on dise, bon, on va un peu écouter ce que la jeune fille là, elle veut nous dire, quoi. Donc pour moi, c'est... Et j'ai toujours eu cette démarche, même encore aujourd'hui, quand je rencontre des artistes qui ont déjà fait un certain chemin, même quand je m'adresse à eux, quand je sollicite même encore aujourd'hui un artiste pour faire un duo, je me dis, je m'attends toujours à ce qu'ils me disent non. Et je lui en voudrais pas parce que, bah oui, il faut mériter les choses. Je pense que j'ai encore tellement de choses à apprendre que quand un artiste me dit, je me dis, bon, pour lui, je suis peut-être pas encore suffisamment prête pour qu'il associe son image et je ne le vis pas mal. Au contraire, je me dis, bon, celui-là, il faut vraiment que quand mon prochain album va sortir, qu'il y ait une chanson ou que j'ai utilisé ma voix de façon à ce qu'il ait envie demain de travailler. C'est vraiment cette démarche-là que j'ai. C'est pas moins douloureux, mais pour moi, ça ne m'arrête pas, ça ne me freine pas, quoi, en fait. Vous aviez dit à un moment donné que la musique, c'était un don. En fait, on vous sent carrément habité par la musique. Je le suis. Moi, j'ai envie de vous demander si la musique, c'est toute votre vie. Ça l'est. C'est vraiment toute votre vie. Ça l'est, indéniablement, ça l'est. Je veux dire que je vis la musique, je respire la musique. Si un jour, il fallait que je n'en fasse plus, je crois que ce sera le début de ma fin, quoi, en fait. Je ne saurais pas vivre. C'est peut-être prétentieux. Pour une vie privée, personnelle, oui, non. Oui, bien sûr, c'est pas incompatible. Mais il faudrait que cette vie privée, personnelle, tienne en compte cette base-là. C'est ce que vous faites aujourd'hui, vous arrivez à concilier vie privée. Pour moi, c'est oui, c'est compatible. C'est très compatible d'ailleurs. Votre vie professionnelle parallèle, enfin non artistique, où vous vivez complètement de la musique. Je suis une artiste, je suis, voilà. Donc voilà, ça permet quand même de pas devoir jongler entre les programmes de travail, entre les lieux artistiques et puis les lieux non artistiques, parce qu'il y a certains artistes qui doivent combiner les deux, qui ne vivent pas complètement de la musique et donc qui sont obligés d'avoir une autre vie professionnelle non artistique parallèle à la vie artistique, musicale. J'ai la chance d'avoir le temps d'écrire, de composer, ensuite d'aller sur scène pour défendre mes chansons. C'est vraiment une grâce, quoi. C'est vous qui écrivez vos textes ? Faire la plupart du temps, oui. D'accord. Mais non pas parce que je veux m'approprier les textes, mais parce que des fois je me suis fait aider par d'autres auteurs. D'ailleurs, sur le 3e album, il y a une chanson qui n'a pas été composée par moi, qui a été composée par mon arrangeur et un autre artiste camerounais qui s'appelle Jean-Pierre Quignet, qui a composé la chanson Ndolo Bukate sur l'album. Et moi, je ne demande que ça. D'ailleurs, en général, c'est ce qui manque aussi un peu à notre univers musical, je trouve, qu'on n'ait pas des sortes de Jean-Jacques Goldman chez nous, qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes qui s'érigent en disant, ben moi, mon talent, mon don, c'est peut-être celui d'écrire ou celui de composer. On n'a pas beaucoup cette démarche-là. On trouve ça plutôt réducteur de chanter des chansons écrites ou composées par les autres. Je ne comprends pas trop bien. Pourtant, si on considère qu'on est au service de la musique, on doit pouvoir, pour servir la musique, eh ben, peu importe d'où elle vient la chanson. Quand une chanson elle est belle, vous pensez vraiment que la personne qui écoute la chanson, c'est important pour lui de savoir qui a écrit, qui a composé la chanson? Non, elle est juste belle cette chanson et c'est ça le plus important finalement. Mais moi j'ai eu beaucoup de mal, par exemple quand je commençais ma carrière solo, je me suis adressée à plein de monde en disant bon, je veux chanter parce que je ne me sentais pas capable de chanter les chansons que j'ai. Non, pas que je ne me sentais pas capable d'écrire, mais je n'assumais pas le fait que je chante des chansons écrites par moi parce que j'étais trop jeune. Je me disais mais non, je ne peux pas encore. Quand je regardais autour de moi, je voyais que ici, on avait des mecs comme Jean-Jacques Goldman qui avaient des projets, c'était ça leur vie. D'écrire pour les autres, ou alors d'écrire en pensant à des chanteuses, en pensant à des voix. J'aurais aimé qu'il y ait des artistes camerounais qui composent en pensant à moi, en disant bon,
vraiment, il y a une chanteuse camerounaise qui vraiment donne la voix, m'évoque ça, me renvoie ça. J'aimerais écrire un bout de mélodie pour elle ou écrire un texte pour elle parce que c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Mais j'aurais attendu encore longtemps que j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. La piraterie dont souffrent les artistes, et notamment les artistes, je vais parler du Cameroun, puisque c'est le cas que je connais. Comment pourrait-on arriver à envisager ce travail collectif tout en faisant face à ce fléau? Heureusement qu'il n'y a pas que le Cameroun. Heureusement, je veux dire qu'aujourd'hui, si moi je chante une chanson écrite ou composée par un autre artiste, et la chanson elle est déclarée telle quelle. Je suis inscrite à la SACEM par exemple pour les droits d'auteur. Donc je vais déclarer l'auteur de la chanson, je vais déclarer le compositeur de la chanson. Il faudrait juste que cet auteur ou ce compositeur soit inscrit à la SACEM. Et ça aujourd'hui, c'est quand même pas le plus difficile à faire. Je ne pense pas que... La piraterie réduit fortement l'assiette des revenus. Dans un pays comme le nôtre, oui. Mais je veux dire qu'on ne peut pas... Heureusement qu'on ne fait pas des chansons que pour le Cameroun. On ne fait pas que des chansons qu'en se situant au contexte. Oui, parce que sinon, c'est clair et net qu'on arrête de faire des albums. Parce que quand moi je pense à tout le travail qu'il y a derrière et que l'album, il sera à peine sorti, qu'il sera piraté au Cameroun, j'ai juste envie de dire, mais c'est juste pas possible, c'est inadmissible, c'est même pas... Vous avez la chance d'être en France. Il y a d'autres artistes au Cameroun qui doivent faire face qui ont un public camerounais qui doivent faire face à cette situation. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à endiguer ce fléau? Il faut responsabiliser les gens. Il faut responsabiliser ceux qui ont la possibilité de pouvoir arrêter la piraterie. Il faut responsabiliser ceux qui aiment la musique et qui se retrouvent en train d'acheter les copies piratées. Il faut responsabiliser tout le monde à chaque échelle parce que je pense que chacun de nous est responsable. C'est bien beau de dire tiens, je suis fier d'être camerounais, je suis fier d'être camerounais parce que j'entends une chanson ou une mélodie ou une musique composée par Richard Bona ou par n'importe quel autre artiste camerounais. Mais à côté de ça, quand je vais acheter mon CD à 200 ou à 500 francs au bord de la route, je ne me sens pas responsable de ce que demain tel ou tel artiste ne soit plus capable de nous proposer une certaine qualité de travail parce qu'il ne parvient pas à en vivre. Parce que quand on achète un CD à 500 francs, en sachant qu'il y a les coûts de production, il y a tout ce qu'il y a autour, je suis désolée, on est aussi un peu coupable, beaucoup coupable. Il y a une sorte d'incompréhension, de quelque chose de... Je ne comprends pas. On ne peut pas autant aimer la musique et ne pas pouvoir lui donner un espace d'épanouissement. C'est pas logique. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir cette pédagogie pour sensibiliser en fait le public, parce que des fois quand on achète le CD à côté dans la rue à 500 on ne se rend pas compte qu'on tue l'artiste. On ne se rend pas compte qu'on tue l'artiste qu'on aime, parce que cet artiste demain, c'est 500 francs qu'on donne à ce mec en bordure de route, l'artiste ne perçoit rien dessus. Pourtant, il s'est donné de la peine pendant des mois pour créer, pour enregistrer, faire le choix des musiciens qu'il va vous proposer, choisir les espaces dans lesquels il va enregistrer cet album-là pour qu'on ait une meilleure qualité de son. Il y a tout un travail qui est fait en amont qui, au final, en fait, on le réduit à néant. Voilà, on le réduit à... D'ailleurs, on ne fait même plus la différence entre tel produit et tel autre produit. On est tous dans la rue et puis c'est pathétique. Charlotte, vous me disiez tout à l'heure, la musique, c'est toute votre vie. Vous avez envie d'arriver où avec cette musique? Vous avez envie qu'elle vous emmène jusqu'où? J'ai déjà dépassé mes espérances, sincèrement. Quand je commençais ce métier, quand je commençais les cabarets, j'avais de petits grands rêves où je me disais, oui, je sais que je veux pouvoir en vivre, je sais que je veux pouvoir faire ce métier, en tout cas inscrire mon nom durablement, espérer que dans 50 ans, on se souviendra de mes chansons,
on les écoutera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Et pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça d'ailleurs. Parce que finalement, c'est ça qui reste. Qu'on me dise que Coucou aujourd'hui occupe la place qu'elle occupe dans les cœurs des gens, il n'y a rien de... Voilà, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas... Ça n'a pas de prix. Valeur, elle est inestimable. Et pour moi, je pense que j'ai dépassé déjà mes espérances, comme je disais précédemment, parce que, oui, on se dit, on veut être reconnu, on veut que le travail qu'on fait soit reconnu par les uns et les autres, ou alors on voudrait... C'est vrai que je vais encore grandir. J'ai même pas encore commencé parce que je suis qu'à mon 3e album. Les artistes que j'admire, donc j'ai admiré la carrière, qui sont peut-être plus, certains sont plus de ce monde, bah, ils sont morts à 70 ans, bah, ils étaient encore sur scène, ils chantaient encore. Donc 70 ans pour moi, c'est dans... c'est une éternité, voilà. On a encore de la perspective. Voilà, c'est pour dire que vous imaginez ce que... Voilà, je vais forcément toujours grandir, je vais forcément... Parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre de ce métier. J'ai encore tellement de choses à donner aussi à ce métier. Voilà. Charlotte, on rappelle au public la date prochaine du 8 mars. Vous allez donner ce concert à la Cigale. Pourquoi avoir choisi la journée du 8 mars? C'est vrai que c'est la journée internationale de la femme, mais est-ce que c'est un hasard du calendrier? Non, c'est la Cigale nous a dit, écoutez, les dates sont déjà prises. Non, les dates sont prises et voilà les dates qu'on a. Et nous, par rapport aux propositions qu'on avait, on a choisi... aussi, il fallait une date proche de la sortie de l'album, parce qu'il ne faut pas non plus faire une présentation d'album trop longtemps après que l'album soit sorti. Donc pour nous, en faisant la synthèse, c'était ce qui nous paraissait, voilà. Et tant mieux pour les femmes. Voilà. Je mettrai mon cabas, c'est sûr. Qu'est-ce que vous promettez alors à vos fans, à tous ceux qui viendront vous voir, vous produire le 8 mars? Qu'est-ce que vous leur promettez? Comme je disais, l'avantage vraiment avec ce 3e album, c'est que les gens m'ont vu naître, ils m'ont vu ramper. Maintenant, j'apprends à marcher là. Je suis à la phase où je me mets debout. Je vais bientôt avoir 1 an comme un enfant, et je vais certainement le jour de mon anniversaire ouvrir la porte à tous ceux qui viendront me souhaiter un joyeux anniversaire. Et pour moi, la moitié des gens qui viendront ce soir-là n'ont pas forcément eu encore l'occasion de me voir sur scène. C'est-à-dire qu'ils ont certainement aimé une chanson, ils ont aimé un album, mais ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de me voir sur scène. Et c'est l'occasion pour moi justement de me présenter à ce public-là, qui viendra, j'espère, nombreux le 8 mars. En tout cas, ce sera une très belle fête, parce que musicalement, là, on a commencé à peaufiner les choses avec les musiciens. On leur concocte vraiment quelque chose d'explosif. Voilà. Donc, Charlotte vous le dit, ce sera une belle soirée que vous passerez avec elle le 8 mars. Donc venez nombreux pour cette journée internationale de la femme. Donc à tous les messieurs, ayez la galanterie de faire honneur à vos dames. Voilà, pour que la soirée soit belle avec Charlotte. Les prochaines échéances, Charlotte, après le 8 mars, si on a... après le 8 mars, je pense qu'il serait quand même temps que j'aille présenter l'album au Cameroun. J'ai hâte d'ailleurs. On a toujours fait inversement, on a toujours présenté l'album au Cameroun avant de le présenter au reste du monde. Cette fois-ci, j'ai eu envie de changer un peu les règles. Mais ça s'est plutôt, je dirais que par rapport au calendrier, ça s'est plutôt imposé à moi, bien plus que je n'ai décidé que ça se passe comme ça, qu'en fait. Donc, je partirai de la Cigale le 8 mars, forte, boostée, pour dire, bon, maintenant, à nous le pays. Et ensuite, on sera en tournée, parce qu'on est en train de préparer les concerts. On en a déjà, au mois d'avril, on sera en Pologne. Donc, ce sera la route, je serai en route, en fait. Donc, un agenda qui s'annonce en tous les cas bien chargé. Tout à fait. Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir fait l'honneur de cette visite aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de succès pour la sortie, pour l'album qui va sortir le 5 février, et aussi une soirée exceptionnelle pour le 8 mars à la Cigale.
Encore une fois, merci beaucoup. Merci Aline de m'avoir invitée. Merci. C'était Charlotte Dipanda dans Rencontre avec l'artiste. Cette émission, elle est maintenant terminée. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour d'autres rencontres. Au revoir.